Bienvenue à Citoji Talk, une série d'entretiens avec des professionnels éminents et des leaders d'opinion qui visent à explorer les défis de gouvernance soulevés par les nouvelles technologies de modification du climat. Je suis Mike Turner, consultant senior de communication pour l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat, C2G, et je suis aujourd'hui avec Michael Taylor, professeur de sciences du climat, doyen de la faculté des sciences et technologies de l'Université West Indies Campus Mona. Il a coordonné le chapitre 3 du rapport spécial du GIEC sur le réchauffement à 1,5 degré et en 2019, il a reçu le prix ANSA pour l'excellence en sciences. Son travail a permis de mieux comprendre la vulnérabilité des Caraïbes au changement climatique et d'une façon générale d'éclairer les gouvernements sur la façon de renforcer cette résilience de la région. Il a fait des recherches sur la modification du rayonnement solaire et sur la façon dont cette technologie pourrait être une option pour atteindre le réchauffement à 1,5 degré. Et dernièrement, le site Apolitical l'a catalogué dans les 100 universitaires les plus influents. Michael Taylor, bienvenue à C2G Talk. Merci beaucoup. Entrons directement dans le vif du sujet, et comment décririez-vous l'impact du changement climatique au degré actuel de réchauffement de 1,2 degré dans votre région Caraïbe? Bien sûr, donc la première chose, c'est que j'aimerais décrire les manifestations physiques du changement climatique. Comment voit-on le changement climatique dans la région des Caraïbes? D'un certain nombre de façons. Premièrement, ce sont des températures plus élevées sur la Terre et dans les océans. Nous avons vu déjà les conséquences du 1,2 degré, pardon. Donc il y a plus de journées chaudes et plus de nuits chaudes, donc on voit des températures plus chaudes. On voit aussi bien entendu un changement des modèles de précipitation. Et donc les pluies et les pluies de forêt sont de plus en plus variables. Il y a des années très sèches, des années très humides, et également toutes les précipitations ont changé. Il y a par exemple des ouragans très intenses. On voit également à 1,5 degré des événements météorologiques extrêmes, c'est-à-dire des ouragans. Et donc, on voit les impacts du changement climatique dans ces ouragans, en particulier avec l'intensité qu'ils ont. Mais il y a également des sécheresses, et des sécherons souffrent de sécheresses plus sévères. Et bien entendu, la dernière chose, c'est l'augmentation du niveau de la mer. Et on le voit surtout parce que la région Caraïbe est faite de petites îles où, évidemment, on voit le niveau de l'augmentation du niveau de la mer. Et donc, pourquoi est-ce que tout ceci est important? Car quand on pense aux manifestations physiques dans les Caraïbes, avec 1,5 degré qui existe déjà, et ça crée un environnement où il y a beaucoup de risques. C'est pas qu'il y a un risque qui s'oppose à un autre ou qu'on a un risque puis un autre. On voit toute cette multiplicité des risques et des manifestations qui sont concomitantes. Donc à 1,5 degré, on voit déjà un environnement avec tous ces risques où l'on doit vivre. Et donc, on voit l'augmentation de la fréquence et de l'intensité. Tout ça, ce sont les manifestations physiques. Pourquoi est-ce que c'est aussi important pour la vie aux Caraïbes? Parce qu'il faut comprendre qu'aux Caraïbes, on est très sensible à ceci. On dépend vraiment beaucoup du climat pour la qualité de notre vie. Et la première chose, bien entendu, c'est que nous sommes de petites îles, nous sommes petits, donc on ne peut pas s'échapper. Si on a un événement comme un ouragan sur notre île, ça va impacter tous les aspects de la vie sur les îles. Et on a une grande dépendance aux pluies, aux ressources naturelles pour notre économie. Et pour que l'économie prospère, que ce soit l'agriculture, que ce soit le tourisme,
Et donc, on a toutes ces choses qui sont intriquées, toutes ces sensibilités qui sont intriquées et qui ont une influence sur la vie de tous les jours. Et on a c'est vraiment cette forte sensibilité et ça façonne la vie aux Caraïbes. Et donc, on est vraiment très vulnérable. Donc, ceci étant dit, si l'on rassemble les deux éléments, donc on commence à voir ces changements s'opérer dans le climat et des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Et c'est ainsi que je décrirais les impacts du changement climatique. Premièrement, ce qu'on a déjà vu, c'est une perturbation de toute la vie. Donc, quand il y a un événement, tout est impacté, tous les secteurs, l'agriculture, les finances, la santé, le tourisme, l'eau. Il y a une perturbation de tous les aspects, les facettes de la vie. La deuxième chose, c'est une dégradation de nos modes de vie. Et ça érode véritablement la vie des Caraïbes au sens propre. Parce que nous, on vit dehors. Eh bien, il y a aussi toute la question des ressources nouvelles. Ça affecte nos moyens d'existence. Donc, ça dégrade toutes les facettes de notre vie. La troisième chose que cela fait, c'est que ça pose une entrave à avoir, une barrière à avoir une meilleure vie. Nous avons défini les piliers d'une meilleure vie et tous ces piliers dépendent du climat, que ce soit l'agriculture, le tourisme. Et donc, on ne peut pas vraiment offrir tous ces piliers de développement et d'amélioration de la vie. Et donc, enfin, je dirais que ça crée des impacts disproportionnés sur la vie caraïbe. Car même si l'on compare d'autres petites îles, et il y a plus de pertes et de dommages dans les Caraïbes, qui est plus frappé par les catastrophes. Il y a un plus grand pourcentage de population qui en souffre. Et il y a ces impacts disproportionnés sur la vie caraïbe. C'est ce que je dirais avec le réchauffement de 1,2 degré qu'on a vu jusqu'à présent. Donc c'est très présent aujourd'hui, très concret. Comment voyez-vous les impacts si l'on atteint 1,5 degré, ce qui est très probable selon beaucoup d'analyses, et voire un réchauffement de 2 degrés? Bon, si on va vers 1,5 degré, on va voir ce que je décrivais, c'est-à-dire, et ce serait tout le temps, c'est-à-dire qu'on aurait une perturbation de la vie, une dégradation de la qualité de vie, le fait de ne pas pouvoir retarder nos piliers de développement, et ça continuerait à se produire, et ça augmenterait. En termes de portée et d'impact. Et donc, combien de personnes seraient impactées dans la vie des Caraïbes? Mais les Caraïbes ont défini depuis longtemps 1,5 degré comme un seuil à ne pas dépasser. Et ils ont eu un rôle mondial pour inciter en faveur du 1,5 degré. Et pour nous, 1,5 degré, c'est rester vivant. Pourquoi est-ce que c'est un seuil? Eh bien, parce que pour une certaine raison, pour certaines choses qui arrivent après 1,5 degré, depuis notre point de vue. Premièrement, après 1,5 degré, on va voir non seulement des risques multiples, comme je disais, mais ça va arriver de plus souvent, mais on arrive même dans un moment où ce qui était sans précédent devient inévitable. Donc des records de température qu'on va encore battre. On va voir une sécheresse que nous n'avions jamais vue auparavant. Donc, on va vraiment, je le dis, on ne va pas pouvoir échapper à ce qui était sans précédent. Quand on dépasse également ce seuil, les niveaux de vulnérabilité augmentent et donc atteignent un point véritablement critique. On a déjà défini des personnes qui sont particulièrement vulnérables dans les Caraïbes. Bien entendu, les agriculteurs, dans ce contexte, qui sont aux premières loges de la vulnérabilité, mais également des personnes qui souffrent de certaines maladies et leur état de santé les rend encore plus vulnérables. 1,5 degré, on va, non seulement le nombre de personnes vulnérables augmente, mais ça crée de nouvelles personnes exposées à ce climat. Donc on étend ce niveau des vulnérabilités et ce n'est
pas simplement pour les personnes, mais c'est également pour la biodiversité, bien entendu, et personnes qui travaillent à l'extérieur et sont très nombreux, les personnes âgées, les enfants, même nos générations à venir vont faire partie de ces personnes vulnérables si l'on dépasse ce seuil de 1,5 degré. Donc, et alors, sans parler de 2 degrés. Et je dirais enfin, peut-être que quand on atteint ce seuil de 1,5 degré, et qu'en est-il des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies? On ne peut pas les atteindre. La recherche actuelle dit que ces objectifs vont en fait, vont devoir aller de plus en plus loin et faire de plus en plus. Et donc, ça nous conseille complètement aux Caraïbes. Donc, même dépasser 1,5 degré ou aller au-dessus, est vraiment très crucial pour ceci. Étant donné l'ampleur de tout ceci, et c'est une question difficile que je vais poser car ça mélange des questions sociales et physiques, mais à votre avis, est-ce que vous voyez une chance de limiter ce réchauffement à 1,5 degré? Je sais que c'est une question difficile, peut-être même impossible à répondre, mais quelles sont vos idées en la matière? Oui, vous avez raison, c'est difficile d'y répondre. Je travaillais donc sur le rapport spécial du GIEC du réchauffement à 1,5 degré et ça conduit à certaines trajectoires qui permettraient de limiter 1,5 degré. Sur le plan scientifique, il faudrait voir que toutes ces trajectoires ne sont pas terminées, pas conclues. Donc, il faut certaines conditions pour pouvoir les atteindre. Mais cette fenêtre temporelle pour pouvoir les atteindre rétrécit de plus en plus. Donc, on sait par exemple que il faudrait réduire les émissions de 50% à l'horizon 2050 et il faut augmenter les moyens de pouvoir séquestrer ce carbone avec la mangrove par exemple et tout ceci. Mais donc vraiment on a très petite fenêtre et une petite chance de pouvoir limiter 1,5 degré. Mais l'autre côté de la médaille, c'est qu'il faut augmenter nos ambitions pour le faire. Et on ne voit pas en ce moment que c'est mis sur la table et on ne voit pas les trajectoires scientifiques mises en œuvre. Et il faudrait que suivre ces trajectoires, mais les moyens pour y parvenir ne sont pas sur la table. Donc, nous avons vraiment une très faible fenêtre temporelle si nous voulons atteindre cet objectif et on n'y est peut-être pas. J'aimerais approfondir la réponse de votre région, les Caraïbes, pas simplement par pays, mais par région, et voir si vous êtes un groupe de personnes qui font entendre leur voix sur la scène internationale. Donc, voyons ça du point de vue régional, pas du point de vue des îles séparées. Quel type de capacité de réponse avez-vous? Est-ce que c'est l'adaptation? Est-ce que c'est l'atténuation? Et que voyez-vous actuellement? Euh, Quels sont les grands axes pour s'attaquer à ce problème dans votre région? Alors, en termes régionaux, ce que j'aimerais dire, c'est que la région a coordonné ses réponses pour donner une réponse globale. Et donc, si vous parlez à des gouvernements des Caraïbes ou même des personnes sur le terrain, ils réalisent que le changement climatique impacte toute notre région et que donc il faut répondre en termes de région. La première réponse régionale, c'est la sensibilisation au climat et le fait de voir la prise de conscience de la situation. Et ensuite, je dirais que on commence à voir la nature des réponses à apporter. Depuis longtemps, la réponse s'est axée sur l'adaptation. C'est une reconnaissance que même si on atteint 1,5 degré, 1,5 degré, ce n'est pas un objectif ou une cible qui nous garantit une sécurité, mais on va dire, OK, il faut voir, on voit déjà ce que 1,2 degré nous a fait. Donc l'adaptation
a été la priorité, ça a été la principale action de la région des Caraïbes. Mais maintenant, bien sûr, il y a différents contextes. Par exemple, l'eau, c'est un énorme défi pour des îles comme la Barbade ou Antigua, avec il y a les ressources des régions côtières, en particulier dans les îles orientales des Caraïbes, où les îles sont plus petites. Donc là, il y a l'adaptation. Et bien sûr, pour l'activité économique, c'est l'agriculture. Par exemple, la Jamaïque a mis en point une résilience pour l'agriculture, mais on va voir l'adaptation comme l'une des réponses principales et dans toute la région. Plus récemment, les Caraïbes se sont attaqués à l'atténuation. Et les Caraïbes, ce sont l'un des plus faibles émetteurs d'émissions du monde. Donc, il ne faut pas nous battre notre couple pour ceci. Mais il faut voir également les co-avantages qu'il y a à l'atténuation. L'un des principaux chemins, c'est la transition vers l'énergie renouvelable dans la région, et beaucoup d'îles ont des ambitions fortes. Par exemple, la Jamaïque a un objectif de 50% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. Il y a même des îles plus ambitieuses et qui se sont fixées 100% d'énergie renouvelable. Et bien sûr, ça va réduire nos émissions, mais également ça va réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Il y a d'autres avantages parce que si vous avez un épisode extrême, l'énergie renouvelable est plus facile à récupérer, surtout si vous avez une distribution, une énergie renouvelable distribuée. Donc on voit maintenant l'atténuation de plus en plus, et ça dépend également de l'endroit où l'on est. Par exemple, la foresterie est en train de s'imposer comme une activité d'atténuation, par exemple en Jamaïque ou dans les pays continentaux des Caraïbes. Également, nous avons la question de la gestion des déchets, pour la question de l'environnement, les transports aussi. Donc, oui, l'atténuation est maintenant la deuxième approche, et les Caraïbes ont toujours misé beaucoup sur l'éducation et la formation, l'éducation publique, des campagnes nationales, le mettre au programme des lycées, des universités, des ateliers, des outils et des prises de décision. Donc, vraiment, ce sont toutes les réponses qu'apportent les Caraïbes. Donc, pour passer maintenant du niveau des régionales des Caraïbes à l'international, premièrement, dans quelle mesure voyez-vous que les Caraïbes, avec toutes les questions que vous avez exposées, fait entendre sa voix sur le plan international? Dans quelle mesure incitez-vous à ce qu'il y ait un consensus international pour prendre les mesures adéquates? Et deuxièmement, dans quelle mesure euh, recevez-vous l'aide internationale nécessaire, que ce soit technique, financière ou autre, pour pouvoir entreprendre ces actions d'atténuation et d'adaptation dont vous parliez? Oui, donc je dirais que l'une des bonnes choses qui s'est déjà passée dans les dernières années, c'est que les Caraïbes ont réalisé que de façon individuelle, pays par pays, on ne fait pas entendre sa voix, ou on la fait beaucoup moins entendre. Mais l'union faisant la force, quand on collabore et que l'on parle comme région, la voix est plus forte. Il y a beaucoup de coopération entre les différents États des Caraïbes. Et je vous donne un exemple, quelques exemples. Par exemple, la CARICOM, qui est l'une des principales groupes des Caraïbes, a démarré ce qui est le Centre pour le changement climatique de la communication des Caraïbes, les 5C. Et donc, ça a permis de mettre en avant ces stratégies des Caraïbes. Mais il y a également d'autres organes. Par exemple, on a l'OECS, qui est l'Organisation des États de la Caraïbe occidentale, ou la CDMA, l'Agence de gestion des urgences en cas de catastrophe dans notre région. Et tout ceci a coordonné des actions climatiques, et il y a également la Banque des Caraïbes. Donc, on sait que sur le plan régional, on a une meilleure chance d'approcher ceci que si on le fait pays par pays. Ce qu'ont fait les Caraïbes,
c'est qu'ils ont apporté ça sur le plan international. Donc, vous allez par exemple, quand je préparais la COP, quand on prépare la COP, on le fait avec une approche régionale. Et sur qu'est-ce qu'on a mis sur l'agenda de la COP? On a mis justement des actions entre les États. Donc, il y a cette collaboration. Et c'est un bon exemple. L'Union fait la force, et entre vulnérables, on se regroupe. Et nous avons ces collaborations. Et donc, on y va avec une voix unie. Et la voix des Caraïbes a vraiment fait beaucoup de choses sur la scène internationale. Et pour moi, c'est premièrement la reconnaissance de quelque sorte des péchés, entre guillemets. Par exemple, dans le cadre du GIEC, j'ai rencontré des gens qui ne savaient pas ce qu'étaient les petits États insulaires en développement, les SID. Et bon, et voilà. Donc, il faut reconnaître que nous sommes nos petits États insulaires en développement vulnérables. Et il faut qu'il y ait une reconnaissance, ça c'est un premier pas, et très important, et qu'on soit donc traité comme un groupe. Et donc, l'accord 1,5 degré, c'est un succès des Caraïbes qui a eu du poids sur le plan international et qui a mis sur la table que c'était un objectif mondial et que le GIEC allait produire un rapport sur ce sujet. Je n'avais pas réalisé à quel point les Caraïbes avaient joué un rôle important en la matière pour le 1,5 degré. Donc, ils ont vraiment... ah oui, oui, absolument. Oui, oui, ça a vraiment... si vous reprenez l'histoire de ce 1,5 degré, vous allez voir que depuis longtemps, les Caraïbes ont mis le 1,5 degré à l'ordre du jour. Et pas simplement, peut-être pas uniquement au moment où ça a été mis sur la table, mais ça faisait partie vraiment de ce groupe en faveur de 1,5 degré. Et je vous le répète, en collaboration les uns avec les autres. Donc, c'est pour ça que ça a été aussi important pour nous d'être sûr d'avoir un agenda de recherche pour pouvoir appuyer le 1,5 degré et de faire entendre la voix des Caraïbes dans cet objectif. Car pour nous, c'est un seuil absolument fondamental. 1,5 degré pour rester en vie. Et je pense que c'est un succès que je mettrais en avant. Et donc, c'est pas simplement... il y a également d'autres nations vulnérables. Et de parler des pertes et des dommages. Et même si ce n'est pour le moment que de la reconnaissance de ceux-ci, mais les pertes et les dommages ont été mis en avant sur la scène. Et donc, il y a cette reconnaissance. Et je dirais que ce sont certains des succès de la collaboration des différents États des Caraïbes. Il y a également d'autres succès, car justement les pertes et les dommages ont été mis en avant dans la dernière COP. On pourrait maintenant aborder la question qui est une question dont s'occupe beaucoup C2G, c'est étant donné le défi et les circonstances dont vous parliez, des menaces vraiment très sérieuses qui se profilent, et donc, on commence à parler de points de basculement d'ailleurs. Et donc, il y a une recherche scientifique croissante sur cette idée de modification du rayonnement solaire, c'est-à-dire de refléter une fraction de la lumière solaire vers l'espace. Et ça pourrait jouer un rôle pour atténuer ces risques de réchauffement. Vous avez vous-même fait de la recherche en la matière. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette idée et quels sont les risques potentiels et bénéfices que tout ceci peut avoir et comment on peut apprendre ceci en quelque sorte aux premières loges, en quelque sorte. Et donc, quelles sont vos idées? Eh bien, oui, on a fait un petit peu de recherche, pas beaucoup, hein, je dois l'avouer. Et c'est justement, ça fait partie du défi dont on peut d'ailleurs parler en termes de modification du rayonnement solaire. Donc, pour remettre ceci dans son contexte, pourquoi est-ce que c'est important pour nous, comme petits États insulaires en développement, d'avoir une voix dans cette discussion? C'est que ce que j'ai dit auparavant, et il y a donc cette urgence de plus en plus grande à faire face au changement climatique et de le faire d'une façon qui peut vraiment créer de vraies transformations. Et ça inclut bien entendu la recherche.
on n'a pas encore beaucoup parlé des fossés, par exemple, que ça, et de ce dont auraient besoin les Caraïbes, les finances, la technique, etc. Mais il y a une très forte urgence. Et nous reconnaissons que nous avons été parmi les personnes qui ont mis donc ce 1,5 degré sur la table. Et donc, si on regarde en avant, si on voit un moment où les Caraïbes vont avoir à prendre une ferme position pour pouvoir atteindre ce 1,5 degré. Et il y a peut-être que des pressions s'exerceront pour développer des technologies qui permettent de l'atteindre. Donc, il y a ce groupe de technologies qui sont mises en avant en quelque sorte, et qui sont donc la modification du rayonnement solaire. Donc, ce sont des technologies pour refroidir. Il y a différentes sortes de technologies et par exemple, il y a l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Il y a aussi le fait d'injecter des particules salines, c'est l'éclaircissement des nuages marins. Mais l'idée, c'est que ces techniques donc, feraient diminuer le rayonnement solaire qui heurte la surface de la Terre et donc qui, en modifiant, ça modifierait le rayonnement solaire et donc ça refroidirait, rafraîchirait la Terre. Ce sont des techniques qui ont été mises sur la table. Est-ce qu'on va le faire ou pas? Actuellement, il y a plus de discussions sur ces techniques à l'heure actuelle et comme je disais, je parlais de ce contexte, c'est que cette fenêtre temporelle pour atteindre le 1,5 degré est en train de se refermer et donc les actuelles méthodes pour y arriver, pour remplir des ambitions, eh bien, elles ne sont pas à la hauteur, elles ne relèvent pas le gant. Donc, ces technologies sont en train d'acquérir sont de plus en plus débattues, tout du moins. Est-ce que leur utilisation est débattue? Donc, dans les Caraïbes, nous croyons que nous devons faire entendre notre voix là, dans ce domaine et c'est important et c'est notre motivation. Donc on commence à faire des recherches, mais il va y avoir certains avantages. Je, bien sûr, il y a le potentiel de refroidissement, donc peut-être et de maintenir le 1,5 degré, peut-être après un dépassement qu'il y aurait eu, mais ça pourrait faire redescendre les températures. Donc, il y aurait des avantages indéniables, mais le problème, c'est que il y a plusieurs problèmes. Premièrement, c'est que aux Caraïbes, l'un des plus gros problèmes, ce sont que ça n'arrête pas les émissions. Et ça devient un défi à son tour, parce que l'une des choses, par exemple, les émissions, eh bien, ont un impact sur l'acidification des océans, et cette technique ne va pas arrêter l'acidification. Et comme je disais, les Caraïbes sont très dépendants des ressources naturelles, notamment des ressources océaniques, qui représentent une très grande partie de nos ressources. Donc, ça devient l'un des défis principaux si l'on en la matière. Un autre grand défi, c'est que ça s'entoure d'énormes incertitudes. Euh, et donc, on ne sait pas, par exemple, comment ça va se manifester, qu'est-ce que ça va impliquer pour le système climatique si on déploie à grande échelle une expérience de modification de rayonnement solaire, à qui ça va profiter, où est-ce qu'on va déployer ceci, qui va ne pas en bénéficier est-ce qu'il y a vraiment la question du refroidissement? Donc, il y a toutes ces choses sur la manifestation qu'on ne connaît pas. Et donc, on ne connaît pas donc les impacts que ça aurait. Donc, ça se traduit peut-être par des changements climatiques énormes sur des petites îles comme les nôtres, qui sont très vulnérables et très sensibles au climat. Donc, quels seraient les impacts sur les moyens d'existence, l'agriculture, sur nos ressources, sur nos vulnérabilités? Donc, il y a vraiment encore beaucoup d'incertitudes qui entourent tout ceci. Et actuellement, dans le système climatique présent, il y a déjà beaucoup d'inégalités. Et par exemple, qui fait entendre la plus grande voix, où est l'accès au financement, qui décide de la recherche qui est faite et quel type de recherche, etc. Donc toutes ces inégalités qui existent déjà à l'heure actuelle pourraient être amplifiées, multipliées avec un contexte de modification du rayonnement solaire. Donc bien sûr, dans les Caraïbes, euh, nous, il faut parler également de culture et d'acceptation publique. Donc,
Tout ceci, la MRS est est l'une voilà, est entourée de grandes incertitudes. Vu ces incertitudes, est-ce que vous faites plus de recherches? Et comme vous le disiez, il y a des inégalités car on peut faire de la recherche sur tel sujet et pas sur un autre, à tel endroit, pas à un autre. Et donc, quelle sorte de défi la recherche est-elle face d'une façon générale pour pouvoir avoir accès aux ressources nécessaires et pour faire entendre sa voix en termes internationaux sur la scène scientifique internationale. Dans les 10 années à venir, comment voyez-vous la recherche? L'une des choses pour laquelle nous plaidons, c'est que l'on doit être capable aux Caraïbes de pouvoir faire entendre notre voix et d'en parler. Dans ce contexte, la recherche devient importante. On ne peut pas avoir une recherche qui exclut les voix de la région Caraïbe. Donc je dirais qu'il y a un besoin pour la recherche sur la MRS, la modification du rayonnement solaire. Je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup de recherche sur la façon dont va ou pourrait être déployé. Et je pense que les Caraïbes ne peuvent pas supporter le déploiement s'il n'y a pas de recherche. Il faut voir comment ça interviendrait sur le changement climatique, la capacité à attribuer les impacts de la MRS, les structures de gouvernance, la dimension éthique, les mécanismes de sécurité à adapter, les politiques, tout ceci. Mais la recherche sera nécessaire et il faut voir, il y a des modèles de simulation, des études d'observation, donc la recherche est nécessaire. Mais euh, je dirais qu'il faut prendre des éléments en compte pour ce type de recherche. Depuis notre point de vue, par exemple, on doit faire entendre notre voix. Et notre voix qui va permettre de décider quel type de recherche, de pouvoir être axé sur telle ou telle recherche, par exemple avec la conception des expériences, la conception des études, etc. Et ça, c'est essentiel pour les petites îles des Caraïbes, de faire entendre sa voix pour ce type de recherche, parce que nous sommes à la première ligne, aux premières loges de changement climatique. Et oui, de la recherche, mais faisons entendre notre voix. Et pas simplement ça, mais on doit aussi avoir la capacité à nous impliquer dans la recherche, à nous impliquer et ne pas laisser les autres faire cette recherche. Donc, on doit aussi pouvoir avoir la capacité de nous impliquer, de nous engager dedans maintenant, dès maintenant. Car pour l'adaptation et l'atténuation, cette implication n'existe pas pour le moment. Donc on doit pouvoir s'engager et avoir accès aux ressources permettant la recherche. Et donc je pense qu'on est face à ce défi si on veut aller de l'avant avec la recherche sur la MRS. C'est bien sûr une crainte légitime de voir que si on applique ceci, on va finalement tourner le dos à d'autres aspects et il ne faut pas mettre cette réalité ou cette peur sous le tapis et faire l'autruche. Les Caraïbes auraient bien sûr des grands soucis si la MRS venait en remplacement à l'atténuation et donc détourner l'attention de pouvoir contribuer nos autres ambitions et même pourrait peut-être diminuer le financement dans l'atténuation. Donc ce serait vraiment une crainte de la région Caraïbe. La recherche sur la MRS ne doit pas représenter un raccourci en quelque sorte vers notre avenir. On ne peut pas le faire au détriment d'autres approches. Et donc, je pense qu'on doit vraiment augmenter les capacités de recherche des Caraïbes afin de pouvoir participer à cette recherche et de donner le contexte des Caraïbes pour la MRS. Et il faut que ce soit l'une des choses vraiment fondamentales qui sont mises sur la table lorsque l'on débat de la MRS. Je vais vous poser une question qui est peut-être un petit peu épineuse. Je ne sais pas s'il est possible d'y répondre. Comment est-ce que vous pourriez savoir que vous en savez assez? Est-ce qu'il y a un point où vous pourriez vous dire
on en sait assez sur la recherche sur le point pour... on est arrivé à un niveau où la recherche nous permet de mettre finalement tout ceci en action et de l'appliquer. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'atteindre ce point? Est-ce que si on fait la recherche, l'action politique va suivre? Question intéressante, oui, effectivement, je ne pense pas pouvoir y répondre, mais je dirais que la question, c'est de, de voir que euh, de voir comment on se place par rapport à la communauté internationale de la gouvernance sur la MRS. Bon, les Caraïbes font davantage entendre leur voix sur le changement climatique et en particulier les petites îles qui sont très vulnérables. Si la MRS devait vraiment occuper une place, être une possibilité, et cette place ne va pouvoir être occupée lorsque les petits États insulaires en développement, les États caraïbes, se sentiront suffisamment à l'aise pour commencer à l'inclure dans la palette d'options disponibles. Donc, la communauté internationale de la MRS doit doit avoir ce rôle de convaincre les Caraïbes, et pour que les Caraïbes puissent en parler de façon ouverte et en disant d'accord, c'est un élément disponible, un autre élément dans notre palette d'options. Et alors je pense que là, on saura à ce point-là qu'on a fait assez de recherches, mais il faudrait peut-être voir la chose à l'envers, car c'est une décision pour faire quelque chose, mais c'est aussi une décision pour ne pas faire quelque chose. Donc il y a des pressions qui s'exercent de la part des pays du Nord pour aller dans cette direction, mais également dans les pays du Nord, des groupes de pression pour ne pas justement prendre cette direction. Donc à votre avis, dans quelle mesure on pourrait voir la question de l'autre côté et voir que finalement les Caraïbes pourraient inciter des groupes réticents du Nord à prendre ça en considération. Et donc, dans quel sens, en quelque sorte, la pression peut s'exercer? Je ne sais pas, mais à l'heure actuelle, tant qu'on ne connaît pas véritablement les injustices et les inégalités sur le changement climatique, il y a certaines choses que les Caraïbes mettraient certainement en avant de prendre une décision et avant de prendre une décision sur le chemin à prendre. Donc, comme je disais, il ne faut pas que ça se fasse au détriment d'autres recherches. Donc, si c'est fait, ça doit faire partie du portefeuille de solutions, mais pas au détriment de ceci. Les Caraïbes diraient également qu'il faut que les demandes actuelles soient satisfaites. Donc les ambitions, les questions de financement international pour soutenir l'adaptation, et tout ça, il faut que ce soit satisfait. Et il faut que, en fait, on se sente à l'aise, en quelque sorte, avec nos demandes actuelles et la capacité à les satisfaire. Donc, l'accès aux finances, un plus grand accès et ce type d'éléments. Donc, il faut bien entendu qu'il y ait aussi un cadre de gouvernance mis en place et un cadre qui ait certaines caractéristiques. Donc, il doit être inclusif, qu'il doit être bien éclairé, indépendant, etc., etc. Donc, je dirais que actuellement, les Caraïbes disent que la recherche dans ce contexte de pouvoir faire entendre notre voix. Où pensez-vous que ces processus de gouvernance pourraient avoir lieu? Ça pourrait être dans beaucoup d'endroits, mais d'après vous, quel est vraiment l'endroit où ça devrait avoir lieu? Je ne peux pas vraiment vous dire. Et si, même si ce sont dans certaines institutions, il faut vraiment permettre que tout le monde ait sa voix à faire entendre. Une dernière question sur la MRS. Il y a bien entendu le fait qu'il faut comprendre quel peut être l'impact de la MRS sur la pêche, etc. Donc il faut savoir ce que le climat ferait là-dessus, mais savoir par ailleurs, savoir ce que la MRS ferait sur ces aspects de la pêche, etc. Donc, c'est peut-être différent selon les régions. Donc, quels seraient les impacts régionaux sur la pêche? Mais il y a beaucoup d'incertitudes dans la matière. Donc, parfois, il faut voir le côté de la MRS, mais le voir en comparaison à ce qu'il y aurait si on ne le faisait pas. Donc, quel est le côté de la science?
vous, on apprend encore des choses à un degré de spécificité et que vous ne sauriez peut-être pas autrement. Oui, je suis d'accord avec vous. Je vais commencer je suis d'accord sur le fait qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes, de choses qu'on ne connaît pas sur la situation actuelle, et je pourrais simplement parler de ma voix et de dire que ça ne se fasse pas au détriment de toute cette recherche, mais sachant ce que la MRS pourrait faire, euh, et on a besoin d'informations, et donc ce que je suggérais, c'est que la recherche sur la MRS est pour nous une façon de voir d'acquérir des différences et de savoir ce que ça. Il ne faut pas opposer ce que ferait la MRS par rapport à ce que ferait le climat, mais donc pour nous, la recherche en est encore à ce niveau. Et certainement pas au niveau de déploiement, du moins à l'heure actuelle. J'aimerais terminer sur une question personnelle que je pose souvent. Et plus on en sait sur les défis climatiques, et plus on peut être pris par une sorte de désespoir. Et vu l'ampleur du problème, et parfois on lit tous ces rapports et on se dit comment est-ce que je peux traiter toutes ces informations, on a envie presque de les mettre de côté ou de prendre du recul. Et donc, vous, comment réussissez-vous à conserver le sens de l'action et allez-vous de l'avant? Non simplement vous personnellement, mais également vos étudiants, vu la complexité de tous ces problèmes. Une question difficile. Euh, je dirais qu'il y a des différents éléments. Le premier, je parlerai c'est une sorte de résilience naturelle dans les Caraïbes, car nous avons été face à des choses très difficiles. L'esclavage, bien entendu, est principal peut-être, et la région s'en est sortie, elle a fait preuve de résilience. Donc, face à ces défis, nous sommes capables d'être résilients et de dépasser, de surmonter les choses et d'aller de l'avant. La deuxième chose, je dirais qu'on célèbre les succès que nous avons eus jusqu'à présent, le fait que la voix des Caraïbes se fasse maintenant entendre et que la reconnaissance de nos vulnérabilités à l'échelle internationale, la reconnaissance des besoins qu'il y a à donner aux plus vulnérables une chance de s'en sortir. Donc ce sont certains de nos succès qui permettent et qui nous permettent aussi d'aller de l'avant. Et je pense que la jeunesse en tant que telle, il y a une, de plus en plus d'activisme et d'optimisme parmi les jeunes. Et quand on voit tout ceci, on voit la volonté de la jeunesse euh, à, à, à prendre des actions. Et donc tout ceci renforce l'optimisme. On se dit qu'il y a un changement potentiel. Et tout ce sont des choses qui m'aident à rester optimiste. Et en fin de compte, je dirais que j'ai une foi dans l'être humain, dans le fait que le bien commun et le désir d'avoir le bien commun existe sur l'être humain, et que ça peut vraiment, que ça existe encore, et que ça peut devenir un désir très important voilà. Et bien sur cette note très positive, Michael Taylor, je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette magnifique conversation. C'est moi qui vous remercie.